Plein de choses. La première, c'est que je suis pas un chicaneur. C'est important de le dire parce qu'on va voir dans ce livre Pierre Bayard s'en prendre aux chicaneurs, mais en même temps aller leur rendre service un petit peu, et c'est ça qui m'a gêné. La deuxième chose, c'est que Pierre Bayard, pour moi, c'est un auteur important, et c'est un auteur de fiction. La preuve, là, j'étais dans le placard à côté, j'en ai déjà... Rien que là, j'ai juste attrapé, à la main, là. Ils sont même pas tous là, il y en a dans plusieurs endroits. Mais le premier, c'est qui a tué Roger Ackroyd. C'est comme ça que moi, comme pas mal de milliers d'autres, on l'a découvert. Déjà, vous vous rendez compte du culot. Tu prends un titre d'Agatha Christie et tu écris un livre qui a le titre même du livre d'Agatha Christie. Et puis, en plus, qu'est-ce que tu fais dans ce livre ? Eh bien, tu renverses la sauce et puis tu vas expliquer que Agatha Christie, c'est du pur génie. C'est-à-dire celui qui raconte l'histoire, on comprend tout à la fin que c'est lui qui est l'assassin. Coup de force, coup de génie dans l'univers du roman d'énigmes. Eh bien, monsieur Pierre Bayard, lui, il connaît, il vous explique une autre vérité. Et puis, c'est que c'est convaincant en plus. Alors une fois qu'il a trouvé ça, j'ai pas tout lu, attention, par exemple, Maupassant juste avant Freud, là il y a quelque chose de formidable sur ce qui se noue psychanalytiquement dans une histoire de Maupassant. La psychanalyse m'intéresse pas, mais Maupassant ça m'intéresse. Et il touche juste, il touche bien justement quelque chose de Maupassant que vous pouvez aimer Maupassant tant que vous voulez. Ce petit grain là, moi j'étais passé à côté. Une histoire a priori secondaire, une histoire dont presque vous ne vous souvenez pas, et vous découvrez justement parce que vous vous en souvenez pas, c'est là qu'il y avait l'anguille sous la roche. Et minuit les sort en poche, plusieurs, donc ça forcément, nous, des fois, il faut qu'on en rachète quand on les perd. Enquête sur Hamlet. Et ce qui marche, Pierre Bayard, ce qui l'a rendu populaire, paradoxalement, il n'y a rien de plus savant que ce bonhomme-là, l'affaire du chien de Baskerville. Reprendre là encore, comme dans le Agatha Christie, cette fois on est chez Sherlock Holmes, et puis on retrouve le paysage en et puis on est à la table d'écriture de Conan Doyle. Et quand vous vous mettez à la place de Conan Doyle, figurez-vous que ça fait conduire une drôle de bagnole. Alors dans ce qu'a fait Pierre Bayard, Demain est écrit, ça c'est pas mon préféré, c'est pas très grave. Je vais passer à sa page chez Minuit. Le premier, aux éditions de Minuit, Le paradoxe du menteur, 1993. Maupassant juste avant Freud, 94, mais moi je l'ai lu bien plus tard. Le hors-sujet, 96, ça j'ai pas lu. Qui a tué Roger Ackroyd, 98. Donc ça fait 22 ans qu'il est dans le paysage. Comment améliorer les œuvres ratées ? Alors ça pour moi c'était un must aussi, de Joachim du Bellay à Marguerite Duras. Les plus grands écrivains de notre littérature ont connu des moments de faiblesse, ont raté certaines de leurs œuvres. Histoire aberrante, personnages inconsistants, style boursouflé, vers boiteux. Comment ces auteurs en sont-ils arrivés là ? Cet essai propose aussi des améliorations concrètes. Et quel plaisir ! Enquête sur Hamlet. Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse ? Ça, c'est pas mon univers. Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ? Ben là, allez-y, quoi. Et en même temps, vous verrez que c'est du costaud, c'est-à-dire c'est pas à parler des livres qu'on a. Mais vous verrez que si on est deux à installer du discours justement sur un objet absent, ce qui se construit sur l'objet absent dévoile en arrière tellement de vous, du monde d'où vous sortez, et ça se lit comme un roman policier en même temps, tu rigoles, parce que de quoi est faite notre connaissance des livres ? Quand vous les tripotez là, dans une librairie, sinon, vous croyez que c'est les grands articles de journaux qui comptent maintenant pour faire lire les livres ? Même pas. Ce qui compte, c'est d'avoir 10 entrefilés dans 10 trucs différents. Juste ça, quoi. Du bruit. C'est-à-dire, tout ce qu'on lit, non, les gens, ils n'ont pas lu les livres pour vous en parler. Mais là, c'est Pierre Bayard, funambule. Ensuite, l'affaire du chien de Baskerville, 2008, vous voyez, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012. Il bosse, ce mec. Et en plus, il enseigne au Master Création littéraire de Paris 8.
le plagiat par anticipation. C'est-à-dire, vous êtes dans quelque chose qui vous êtes tellement étrange tout d'un coup dans Nerval, et vous dites, mais ça, c'est du Kafka. Alors, évidemment, Nerval, a priori, n'avait pas lu Kafka. Mais une fois que vous vous mettez dans la tête cette histoire du plagiat par anticipation, ce qui se passe, c'est qu'à mesure que vous relisez du Balzac, du Proust, donc Nerval et puis bien d'autres, eh bien, c'est comme si c'était agrandi du dessous. C'est les caisses de résonance qui sont augmentées. Là, reconnaissance impeccable à Pierre Bayard. Et si les œuvres changeaient d'auteur? Alors là, moi, je voudrais bien faire un truc qu'on se met à 5 avec nos appareils photo, nos vidéos, et puis chacun le lit, et puis on guette si quelqu'un est capable de le lire sans éclater de rire. Et puis qu'à un moment donné, tous, on aurait juste ça, le film. C'est-à-dire la caméra qui filmerait 5 visages en train de lire, et puis à chaque fois qu'il y en aurait un qui éclaterait de rire, on dirait quelle page t'es, quel passage tu es. Attendez, je vais vous lire la présentation. Ce sont pesant de cacahuètes. Et si les œuvres changeaient d'auteur? Il est étonnant que les changements d'auteur soient si peu pratiqués par les critiques, alors ils le sont régulièrement par les historiens lorsqu'ils se rendent compte d'une erreur d'attribution et par les créateurs eux-mêmes lorsque, dans le souci d'améliorer leur image, ils prennent un pseudonyme ou falsifient les éléments de leur biographie. Là, on est en ligne directe avec les questions que je voudrais poser à Pierre Bayard, parce que le dernier bouquin, je ne suis pas d'accord. Mais vous voyez, pas d'accord dans l'intérieur d'une machine à laquelle je suis profondément redevable. Pourquoi on est redevable à Pierre Bayard? Parce qu'il nous amuse. Il nous amuse avec quoi? Avec ce qu'on a de plus précieux. C'est quoi que tu as de plus précieux? La littérature, tiens. Et là, fidèle aux leçons de Borges qui suggérait de lire autrement Don Quichotte en l'attribuant par fiction à un écrivain du XXe siècle, Pierre Ménard, je propose donc de multiplier ces changements d'auteur et de les faire jouer dans les champs esthétiques les plus divers, en supposant, par exemple, que Tolstoï est l'auteur d'Autant en emporte le vent. Tu me diras, il y en a qui écouteront la vidéo et diront « Ah bon ?» Ils contesteront même pas. Schumann du cri, ou Hitchcock du cuirassé Potemkin. Et les raisons pour lesquelles Nietzsche a écrit Les frères Karamazov, contribuant à ouvrir des voies nouvelles. Et si les œuvres changeaient d'auteur? Pierre Bayard. Celui-ci, c'est autre chose. Comment parler des lieux dans lesquels on n'a pas été? Parce que parler des livres qu'on n'a pas lus, on est dans de la critique un peu, pas sociologique, mais bon, heureusement qu'on parle des livres sans les avoir lus. Vous croyez qu'une fois j'ai lu un livre de Houellebecq? Moi, ça me tombe au bout d'une page des mains. J'en parle pas d'ailleurs non plus, donc c'est bon, c'était pas un bon exemple, ça fait rien, c'est une digression pour rien. Enfin, en tout cas, ce livre, ça nous concerne dans notre petit pays. Par contre, parler des lieux dans lesquels on n'a pas été, tout d'un coup, c'est toute une perception de la géographie, de la carte. Et là, tout d'un coup, on a affaire à un Pierre Bayard qui nous emmène dans quelque chose qui nous relie en fait directement à notre mobilité, nos territoires, là d'où on vient, mais sans passer par la case livre, même s'il y a évidemment des tas de bouquins là-dedans, mais ça, pour moi, c'est aussi un livre extrêmement important. Ensuite, aurais-je été résistant ou bourreau? Il a ouvert une autre passerelle, une autre bifurcation. Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer? C'est qui Geneviève Dixmer? C'est une héroïne d'un roman de Dumas et Maquet, Le Chevalier de Maison Rouge, donc la littérature populaire par excellence, dont je suis tombé amoureux dans mon adolescence. Je vois qu'une seule solution, entrer moi-même dans le livre et devenir un de ses personnages. La rose pourpre du Caire de Woody Allen, mais à l'envers. Et il s'en débrouille. Le Pierre Bayard. Il existe d'autres mondes. Le Titanic fera naufrage. L'énigme Tolstoïevski. Ça, c'est intéressant en ce sens que, comme les livres, et si les livres changeaient d'auteur, là, avec Nietzsche qui a écrit les Karamazov, mais là, tout d'un coup, ce Tolstoïevski qui a écrit à la fois Guerre et paix et L'idiot, quelque chose qui était d'évidence ne l'est plus. Donc notre rapport au texte redevient libre, ouvert. Et là, on est chez Pierre Bayard, l'énigme Tolstoïevski. Et puis, aujourd'hui, là tout de suite,
Comment parler des faits qui ne se sont pas produits? Alors évidemment, les types comme moi, on y va avec gourmandise, ça y est, tu le reçois, tu rentres, tu retrouves ton Bayard. Le premier, c'est génial, c'est une digression, premier chapitre de la vérité littéraire, c'est de ça dont on va parler nous, et puis vous arrivez tout vite sur un chapitre qui s'appelle De la vérité historique, et évidemment quand on est aussi amoureux de Chateaubriand, les mémoires d'outre-tombe, mais aussi l'itinéraire de Paris à Jérusalem, vous savez, faire tout le tour de Paris à Jérusalem en revenant par l'Espagne, et puis vous n'avez pas le temps d'aller quelque part, ben, vous envoyez votre domestique qu'il vous raconte, enfin en tout cas de quoi faire comme si vous, de toute façon vous l'avez lu dans les livres, donc vous avez de quoi raconter, mais avec l'autre qui a fait vraiment le voyage, vous pourrez donner la petite touche qui manque, et puis voilà, et puis tout ça, vous arrivez au Jourdain, vous remplissez votre petite fiole d'eau du Jourdain, donc vous aurez vu le Jourdain, vous aurez... Mais il n'a même pas fini de remplir sa petite fiole, qu'il est déjà... Tout ça pour arriver à Madrid avec une semaine d'avance sur le temps du récit, parce que là, l'attend une dame. Donc c'est miraculeux Chateaubriand, mais miraculeux par son esbrouf. Quand vous êtes à Niagara Falls, que vous vous souvenez du récit de Chateaubriand, découvrant les chutes, et puis son cheval qui glisse et tombe, et puis lui qui se retient. Non, ça peut pas, quoi. Mais on lit, on est dans l'espace du symbole. Alors lui, il reprend un autre élément, Chateaubriand qui raconte son repas avec Washington. Simplement, oui, il s'est rendu chez Washington, simplement il n'était pas là. Alors là, tu es dans l'invention Pierre Bayard, ça te fait réfléchir à Chateaubriand, ça va. Mais alors moi, tout d'un coup, là, pour la première fois, dans l'œuvre de Pierre Bayard, j'ai coincé. J'ai coincé sur deux choses. C'est pas une question de dire, faut pas lire le bouquin. De toute façon, ici, on travaille avec bienveillance. En plus, on parle de moins en moins des livres parce qu'on a assez à faire avec le web. Parce qu'ils s'en foutent, le livre, de ce qui se passe sur le web. Mais parce que les deux fois, là, ça vient me chatouiller dans quelque chose qui est exactement le contraire de ce qui, pour moi, fait le sens du littéraire. Alors, je vais prendre les deux exemples. Il y a d'autres chapitres, hein. Vous savez, par exemple, ce célèbre texte de Freud sur Léonard de Vinci, expliquant toute la création artistique par le fait de la misère sexuelle de Léonard de Vinci. Bon, c'est vrai que Freud sort pas très grandi de l'affaire, mais bon, ça le regarde. Il y a ce beau texte aussi, mais qui déjà est un petit peu sur la pente glissante là, de ce que je voudrais approcher. C'est un roman qui était immensément populaire, Survivre avec les loups, de Misha de Fonseca, où elle raconte comment, petite fille abandonnée des siens, elle a traversé une partie de l'Europe à la recherche de sa famille. Donc il y a échappé au ghetto juif, échappé aux rafles, et puis l'orpheline, et puis traverser toute l'Europe en guerre, et puis il y a l'hiver, et puis cette aventure avec les loups. Et alors, est-ce que c'est pas ça qu'on demande à la littérature? D'aller plus loin que le réel et de nous donner cette symbolique, cette force du réel. Alors, une fois que c'est là où il introduit le personnage, homme ou femme, du chicaneur, c'est-à-dire celui qui dit « c'est pas vrai, ça, elle l'invente ». Mais justement, elle l'invente. Et c'est ce qui fait la grandeur du livre. En cinéma documentaire, est-ce qu'on n'invente pas aussi? Dès lors qu'il y a geste, dès lors qu'il y a lecture, dès lors qu'il y a lumière, dès lors qu'il y a montage. Et là, je tombe dans ce chapitre qui s'appelle De la vérité littéraire, chapitre 2, et ça raconte une histoire de John Steinbeck. On est en 1960, Steinbeck a 58 ans. Dans 2 ans, il aura le prix Nobel. N'empêche que sa réputation est faite. Les raisins de la colère, en un combat douteux, mais aussi rue de la Sardine et d'autres. Steinbeck est le grand écrivain américain, immensément célèbre. Et Steinbeck, voilà ce qu'il écrit, cité par Pierre Bayard. Donc, ça vaut le coup d'y aller lire, puisqu'il nous donne tous les éléments du champ qu'il va développer. Durant des années, Steinbeck qui parle, j'avais voyagé un peu partout dans le monde. En Amérique, je vis à New York, où je me plonge dans Chicago ou San Francisco. Mais New York n'est pas plus l'Amérique que Paris n'est la France ou Londres l'Angleterre. Ainsi donc, je découvris ne pas connaître mon propre pays. Moi, écrivain américain, écrivain de l'Amérique, je travaillais 2 mémoires, et celle-ci n'est autre qu'un réservoir cabossé, déformé.
Je n'avais pas entendu le langage de l'Amérique, humé l'odeur de son herbe, de ses arbres, de son fumier, vu ses collines et ses cours d'eau, ses couleurs et ses qualités de lumière. Je n'en connaissais les changements que par les livres, les journaux, mais plus encore, je n'avais pas senti le pays. Depuis 25 ans, bref, j'écrivais sur quelque chose que j'ignorais, et à mes yeux, un écrivain de ce genre est criminel. Alors, Steinbeck, apparemment, fait aménager, non pas un camping-car, mais en tout cas aménage un van où il puisse dormir, se débrouiller, et part pendant 75 jours. Et le livre que fait paraître Steinbeck, L'Amérique, mon caniche et moi, devient un livre même d'identification, de construction d'identité, de ce qui rassemble une identité à travers sa disparité. C'est-à-dire les scènes de racisme auxquelles il assiste, la façon dont il le dénonce, c'est magistral, c'est grand. Et ce livre devient classique au sens qu'il est utilisé dans les écoles. Par contre, arrive justement le chicaneur, c'est-à-dire 50 ans après ou 20 ans après, quelques 50 années plus tard, nous sommes en 2010, vous voyez, tout près. Un journaliste américain, Bill Steigerwald, décide de reconstituer le voyage mythique de Steinbeck à travers les États-Unis. Il n'est animé d'aucune mauvaise intention à l'endroit de l'écrivain, dont il apprécie l'œuvre. Son idée est de repasser par tous les endroits décrits par Steinbeck en retrouvant, quand c'est possible, ses interlocuteurs, plus probablement leurs enfants, d'étudier comment, en un demi-siècle, les États-Unis ont changé. Projet formidable. Simplement, il est possible que Steinbeck et Charley c'est le nom du caniche, se soient arrêtés pour déjeuner près de la rivière Maple le 12 octobre 1960 quand ils traversaient le Dakota du Nord. Mais à moins que l'auteur des Raisins de la colère n'ait été capable de se trouver aux deux extrémités de l'État au même moment ou de pousser son pick-up à des vitesses supersoniques, Steinbeck n'a pas pu camper la nuit près d'Alice il y a 50 ans. Dans le monde réel, celui de la non-fiction, la nuit du 12 octobre, Steinbeck se trouvait à 326 miles à l'ouest d'Alice. Il était dans les Badlands, séjournant dans un motel de la ville de Beach, en train de prendre un bain chaud. Et voilà. Et là, moi, tout d'un coup, j'ai craqué. Ce que révèle ce journaliste, c'est que le récit de Steinbeck, l'homme qui est avec son chien sur le siège, avec son gros pick-up dans lequel il dort, et puis qui fait pendant plus de 2 mois et demi, 75 jours, un très grand périple dans cette Amérique dure, pauvre, rurale, raciste. Eh bien, en fait, de temps en temps, oui, il a dormi dans son pick-up. Mais souvent, il allait quand même à l'hôtel. Puis qu'une douche, ça fait pas de mal. Et puis qu'en plus, figurez-vous que il dit qu'il est tout seul. Mais non, Madame Steinbeck, parfois le rejoignait. Et puis c'était 3 jours ensemble, 4 jours ensemble. Alors, pour lui, le livre tombe comme de la charpie, comme de la vieille poussière. Alors je vais laisser les questions ouvertes, parce que ce que fait Pierre Bayard, à la fois il nous produit le théâtre, le chant. C'est-à-dire, voici le récit de Steinbeck, et qui devient un archétype aussi du récit de voyage, mais qui s'appuie sur la longue tradition des récits de voyage, sur la mythologie américaine, comme avant lui, Walt Whitman, mais là c'est du poème, ou Thoreau, je ne sais jamais comment on prononce, Thoreau, avec Walden, sa vie dans la forêt, là encore, à 20 minutes de la ville. Mais est-ce que ça change pour nous quoi que ce soit au mystère qu'est Walden? Alors si Steinbeck il nous avait raconté sa douche, et qu'il attend sa femme quelque part, et puis qu'on prend une journée de repos avant de repartir, est-ce que le livre aurait été meilleur parce qu'il aurait été plus près de l'expérience initiale? Et quand on raconte ces traversées longues, monotones, et que ces suites d'images, il y a un effet de montage. Mais c'est ça aussi dans les carnets de notes de Pierre Bergogneau. Vous avez l'impression que vous avez son journal au jour le jour, au jour le jour. Vous prenez les lettres qui m'envoient le même jour, je compare les dates. Non, je ne sais pas où elle est la vérité. Pour moi, il n'y a qu'une seule vérité. C'est celle du livre. Tout l'artifice, tout le travail sur soi, tout ce qu'on extorque de soi, et qu'on se concède, est-ce que c'est une faiblesse, aller dormir au motel parce que ça fait 2 nuits qu'on dort dans la bagnole? Moi, je m'en fous.
Et c'est pas la question, justement, de Bayard, il tranche pas. Simplement, il maintient le mot vérité. Ce à quoi Pierre Bayard nous appelle, c'est à dire, établissons-nous dans le camp de la vérité, sur celui du journaliste, et puis admirons le livre en tant qu'artefact. Et moi, ça fait 40 ans de ma vie que cette instance de la vérité, je peux l'extorquer, je peux me l'extorquer, à condition de traverser mon expérience, d'aller plus loin que ma propre expérience. C'est-à-dire que la vérité qui me concerne, vers l'autre, vers la présence du monde, elle n'est pas dans est-ce que, sortie d'usine, il y a 3 pages sur le cri d'un type qui passe son bras dans un tour. Ben ouais, ça c'est un souvenir qui vient de quand j'étais à Bordeaux, aux Arts et Métiers, et puis le gamin, c'était un gamin du lycée professionnel et on partageait les mêmes ateliers. Mais la vérité de la blessure, c'était encore autre chose. C'est seulement à partir du moment où j'étais dans l'écriture de sortie d'usine que la peur censurée dans le temps de l'usine, maintenant, m'empêchait de dormir et fait que je passe à l'écriture. Alors je ne développe pas sur Steinbeck, parce qu'en plus, le paradoxe, c'est que moi, ce récit de Steinbeck, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas son existence. Alors que peut-être que justement, aujourd'hui, maintenant, c'est cette vérité-là, du récit, comment on construit et qu'on met en scène cette expérience de l'auteur qui me concerne plus que la geste romanesque. Je dis bien la geste romanesque. J'étais très troublé par ce chapitre sur Steinbeck, parce que tout d'un coup, je voyais Bayard comme de l'autre côté d'une vitre, au lieu d'être dans le plaisir habituel. Et puis ça a éclaté ensuite dans la deuxième partie du livre, et le premier chapitre d'ouverture, qui s'appelle « Dans la présentation de soi », et où il est question de Saint John Perse. Alors, l'objet du litige, il est là. Vous voyez l'état dans lequel est ce bouquin. Je ne sais plus quand je l'ai acheté, c'était dans les années 80, je l'avais acheté sur un coup de foudre, sur des phrases venues de Hammer, comment cette ville en amphithéâtre au-dessus de la mer était dite, comment les vagues, comment le vent était dit. C'était de très grands vents sur toute face de ce monde, de très grands vents en liesse par le monde, qui n'avaient d'air ni de gîte, qui n'avaient garde ni mesure, et nous laissaient, hommes de paille, en langue de paille sur leur air. Ah oui, de très grands vents sur toute face de vivant. Pour moi, c'était littéralement un coup de foudre, pas un coup de foudre... Frédéric Moreau et Madame Arnoux. Non, la foudre. Il se trouve que Alexis Léger, qui n'est même pas Alexis Saint-Léger, Léger, devenu Léger pendant la Révolution française, entamant une carrière diplomatique de haut niveau. Ça, bon, l'histoire, elle est connue. Il publie un premier livre, Éloge, avec ce truc totalement incroyable que Proust cite Éloge et le reconnaît comme un jeune poète là, de grand avenir. Il est dernier au concours des diplomates, donc il prend ce qu'on lui donne, un poste de consul en Chine. Il y reste de 1913 à 1920, parce que pas question de revenir, mais il fait ses traversées du désert du Gobi, ses expéditions archéologiques, et il en tire ce livre. Anabase, à la fois peut-être son premier vrai livre, parce que Éloge, c'est la forge de sa phrase, mais Anabase, on est dans quelque chose qui nous ramène à toutes nos sources, tous ces rituels, tous ces mystiques. Et tout. Donc en 1920, 1922, je ne sais plus, il a le droit enfin à des congés, de revenir en Europe, et décide de revenir en prenant des cargos à travers l'Asie, il finit par arriver à San Francisco, et là le rejoint un câble, c'est la création à New York de la Société des Nations. Donc le jeune diplomate qui connaît bien les questions de la Chine parce qu'il vient d'y passer 8 ans, comme il est sur le sol américain, on lui demande de rejoindre le staff là, français, Aristide Briand, Berthelot, etc. Et ça fait que Alexis Léger
à 30 ans, va être propulsé dans ce mystère des cabinets, une sorte de chef de cabinet, ou en tout cas très vite chef de cabinet au ministère des Affaires étrangères. Et puis en 1936, dans le Front populaire, c'est lui qui exerce ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. Dans la 4e République, attention, et tout ça, c'est pas nos oignons. Par contre, dans toute cette période, il publie pas. Quand il recommence à publier, c'est depuis l'Amérique, où il est en exil, et c'est ce texte qui s'appelle Exil, qui est 30 pages, 40 pages, je sais même pas, c'est ça, Exil. Là, voilà, Exil. Et là, il prend ce nom de Saint John Perse, Perse à cause du poète latin, dit-il, Saint John parce que ça sonnait bien. Et donc il invente un poète qui n'est pas le diplomate ultra connu. Pétain, premier jour où Pétain prend le pouvoir à Vichy, il prononce la déchéance de 12 personnes, dont Alexis Léger. Le premier jour où la Gestapo rentre dans Paris, on investit 8 ou 10 appartements et pour se saisir des archives, et c'est celui d'Alexis Léger. Il est aux accords de Munich, en face à Hitler, avec Daladier, et c'est là où il démissionnera. C'est Saint John Perse qui écrit Exil, pluie, neige, vent, et puis ensuite plus loin, amer. Cette immense reconnaissance, sans cet itinéraire politique, est-ce qu'il y aurait eu le Nobel ? Je ne sais pas, c'est pas la question, ça ne me tracasse pas. Par contre, c'est quelqu'un dont les permanences, par exemple le goût de la navigation en solitaire, à 75 ans, aller de Bordeaux à Lisbonne et retour. Là encore, paraît-il, pour une affaire amoureuse, ça ne nous regarde pas. Mais si, dans le cas de la question de la vérité de M. Pierre Bayard, lui, ça le concernerait. Simplement, heureusement, il ne connaissait pas ce côté-là de la vie de Saint John, d'Alexis Léger. Il y a le Nobel, et parce qu'il y a le Nobel, et parce qu'il y a cette grandeur, Gallimard propose à Alexis Léger de rassembler en Pléiade les textes de Saint John Perse. Simplement, les textes de Saint John Perse, ça fait quoi ? Ça fait ça. On ne fait pas un Pléiade avec ça. Donc il y a une première partie, totalement étonnante. C'est une biographie racontée à la 3e personne. C'est la biographie de qui ? Ah ouais, on raconte l'histoire des Saint-Léger-Léger, un petit peu de Alexis Léger. On raconte ses expéditions d'archéologie, son goût de l'ornithologie, son goût des dictionnaires, les livres rares qu'il va lire. Est-ce qu'on parle de politique ? Non. C'est l'autre, c'est Alexis Léger. C'est pas Saint John Perse. C'est tout à la 3e personne. Et ça fait quand même quelque chose d'extrêmement conséquent. Alors nous, qu'est-ce qu'on a ? On a un livre qui n'a même pas un visage. On a la transposition en bronze du visage du poète. On a le nom forgé artificiellement d'un poète, et puis la mention œuvre complète. Ça veut dire que ce qui nous intéresse, c'est Saint John Perse. Ça veut dire que quand on lit maintenant Exil, amer, on les lit en tant qu'œuvre, on les lit dans, j'allais dire, cette espèce de liaison, comme dans... Autrefois, on nous disait les atomes, tu vois, tu as le noyau avec les protons et les neutrons, c'était des petites boules jaunes-rouges, et puis les électrons tenus par des baguettes autour, et puis qui tournent à des niveaux d'énergie fixes. Maintenant, c'est pas ça. Les électrons, c'est un brouillard, et puis le noyau, comment vous disiez, comment ça se fait que l'énergie négative de l'électron ne se fonde pas immédiatement ? Non, c'est que dans ce brouillard d'électrons, la notion de matière n'existe pas. Elle est juste une probabilité statistique d'existence. C'est-à-dire qu'il y a une parfaite équivalence pour l'électron d'être matière ou d'être énergie, et l'atome tient comme ça. Eh bien, depuis Marcel Proust, l'œuvre et l'auteur fonctionnent ensemble. Et pour nous, c'est décisif, parce que je le vois bien, moi, quand on est au travail, c'était le cas avec les étudiants, c'est maintenant le cas avec des personnes que je peux accompagner. C'est cette question de comment on construit l'auteur en même temps qu'on construit le récit. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dispenser de ce lien, cette interaction avec cette espèce de double tension, cette double fusion ?
profondément, je ne le crois pas. Et profondément, je pense que, même paradoxalement, Louis-Ferdinand Destouches dit Céline, Ferdinand dans Mort à crédit, pour s'en tenir à celui-ci, ou à Nord, ou d'un château à l'autre. Bien sûr, Voyage au bout de la nuit, c'est la même distension, c'est le même travail. Alors, justement, Saint John Perse, moi, c'est ça que je rêve, c'est qu'il nous force à considérer la construction de l'auteur comme un des éléments qui permet au poème de se détacher et nous d'accéder au poème. Alors, le champ de bataille, il est ici, ensuite. Il y a des lettres. Lettre à Madame Amédée Saint-Léger-Léger, 20 avril 1919. Mère chérie, que je suis heureux de tout ce que vous me dites. Vous revenez sur cette question de magnétisme animal. Alors, ils viennent d'où, les chicaneurs? Alors ça fait longtemps qu'on le sait, c'est-à-dire au moment d'écrire ce Pléiade, dans la préparation, Alexis Léger rédige, à 70 ans, la totalité de lettres qu'il est censé avoir écrites à sa mère pendant 7 ans, une période totalement essentielle, 1913-1920, qui sont son accès lui-même à l'écriture par l'expérience du désert de Gobi et de cette vie là, dans une autre civilisation, de son travail sur les langues. Et ces lettres, 50 ans après, un vieil homme de 70 ans écrit ce qu'aurait écrit le jeune homme de 20 ans à sa mère, disparue depuis longtemps. Paradoxalement, quand on lit les lettres de Chine, voilà que tout d'un coup, on a un récit en prose de Saint John Perse qui, pour nous, est lié aussi à cette jeunesse de l'œuvre. On le sait qu'elles sont apocryphes. Si on est soi-même l'auteur de ces textes apocryphes, ça s'appelle comment? Alors les chicaneurs, ils ne sont pas d'aujourd'hui. Celui-ci, par exemple, chez l'Harmattan. Bon, d'accord, l'Harmattan, Mireille Sacotte. Voilà quelqu'un qui passe. C'est un jeu, c'est bien chez les universitaires, sauf qu'ils ne savent pas faire des marges et des conceptions graphiques d'espace, mais aller dire, ouais, alors l'île dans laquelle il écrit exil et qu'il dit un bateau venait la ravitailler une fois toutes les 3 semaines, j'étais seul avec mon chien, bah tu vois, elle est à 40 minutes de Nantucket, je sais plus où, et ainsi de suite. Alors il y a des travaux parfois savants, dire dans les lettres de Chine, regardez ici, il parle de la révolution russe, comment il a pu être au courant de ça? Et là, tout d'un coup, on a ce genre de projection dans l'avenir. C'est-à-dire qu'Alexis Léger est censé parler à sa mère de la situation en Chine, mais tout d'un coup, on voit qu'il explique la situation en Chine par un élément qui ne s'est pas encore produit. Alors oui, on trompe la vérité. Simplement, nous, est-ce qu'on est trompé sur comment interprète une réalité complexe dans sa dimension politique, dans le rapport à l'écriture? Tenez, je vais vous le chercher, si je renverse pas tous mes appareils au passage. Voilà un tirage photographique offert par Saint John Perse à un gars qui s'appelait Lalanne, qui était proche de lui et qui me l'a offert à son tour. Ce portrait de Saint John Perse, je l'ai toujours là, en face de moi. Ça fait 20 ans. C'est une photo où lui-même, on voit, il a à la main le déclencheur de son appareil. C'est un selfie, si vous voulez, mais à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Et donc, le temple, à l'écart de Pékin, le temple dans lequel on va à cheval pour se concentrer à écrire de la poésie. Bah oui, mais le temple, il est juste en banlieue de Pékin. Est-ce qu'on a besoin de savoir? Est-ce que ça change quelque chose? La composition, la contre-plongée, tout ce qui évoque le regard, bah oui, mais c'est toi qui l'as fait, la photo. Est-ce que ça change quelque chose? Ça ne me changera pas que moi je la garde, la photo. Alors les chicaneurs, oui, spécialité universitaire, il y en a plein. Il faut rétablir la Saint John Perse sous la stratégie de la sèche, mais Joël Garde, ça c'est quelqu'un que j'aimais bien, c'est intelligent. Je vous incite quand même à y aller voir. Mais là, Pierre Bayard, je crois qu'il m'a mis un peu
en colère pour cette raison-là. La vérité de Saint John Perse, elle est dans l'œuvre de Saint John Perse. Et la construction de l'auteur, celui auquel on donne, celui auquel Alexis Léger donne le nom de Saint John Perse, elle est partie de l'œuvre, et donc de la vérité de l'œuvre. Qu'est-ce que m'apporte le chicaneur à vouloir rétablir l'étriqué? Je m'en fiche de l'étriqué. Alors Pierre Bayard, totalement raison, pour Steinbeck, pour Saint John Perse, les autres, Anaïs Nin, Freud, tout ça, ça ne m'intéresse pas énorme. Mais pour Steinbeck et Saint John Perse, ça me mâche. Il nous invite à faire l'effort de considérer l'œuvre malgré son écart avec ce qu'il nomme vérité, c'est-à-dire ce que nous enseignent les chicaneurs. Alors, il leur lâche leur paquet aux chicaneurs. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans la tête pour aller s'occuper de bêtises pareilles? Tout d'un coup, notre vérité à nous. C'est-à-dire là où on part de l'œuvre pour... On sait que ce qu'il raconte de la vie est une fiction. Et c'est pareil pour tous. C'est pareil pour tout le monde. Et plus profondément, est-ce qu'on peut construire un livre sans ce travail de construction? Et où est la vérité? Et là, Pierre Bayard, t'as pas notre vérité à nous, notre vérité d'artisan, notre vérité de plumitif. C'est dans l'estime, dans le respect, dans l'amitié, même si on ne s'est jamais croisé, dans une vénération de lecteurs qui maintenant atteint 20 ans de fidélité. Mais là, je crois que tu te gourres. Notre vérité est dans la fiction. Et c'est parce que notre vérité est dans la fiction, que fiction est notre vérité, que précisément, on peut encore la continuer.